Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 2. L'ombre. Madame Darling cria, et, comme si l'on avait sonné, la porte s'ouvrit et Nana, de retour de sa soirée, fit son entrée. Elle grogna et sauta sur le garçon, qui plongea avec légèreté par la fenêtre. Madame Darling cria de nouveau, cette fois par sympathie pour lui, car elle pensait qu'il s'était tué, et elle descendit dans la rue pour y chercher son petit corps. Mais il n'était pas là. Alors elle leva les yeux, mais dans la nuit noire, elle ne put rien voir d'autre que ce qu'elle crut être une étoile filante. Elle revint dans la chambre des enfants. Elle trouva Nana, tenant dans sa bouche une chose qui s'avéra être l'ombre du garçon. Au moment où il avait sauté par la fenêtre, Nana l'avait fermée rapidement, mais trop tard pour le rattraper, si bien que son ombre n'avait pas eu le temps de sortir. Vlan avait fait la fenêtre, tranchant l'ombre nette. Vous pouvez être sûr que Madame Darling examina l'ombre avec attention, mais elle n'y trouva absolument rien de particulier. Nana n'avait aucun doute quant à ce qu'il fallait faire de cette ombre. Elle l'accrocha à la fenêtre, ce qui signifiait « Il est certain qu'il reviendra pour elle. Mettons-la en un lieu où il pourra la prendre facilement, sans déranger les enfants. » Malheureusement, Madame Darling ne pouvait pas la laisser pendre à la fenêtre, car elle ressemblait trop à du linge mis à sécher, ce qui donnait à la maison un air vulgaire. Elle pensa la montrer à M. Darling, mais il était occupé à additionner les manteaux d'hiver de John et de Michael. La tête ceinte d'une serviette humide pour garder son cerveau au frais. Il aurait été dommage de le troubler. D'ailleurs, elle savait exactement ce qu'il allait dire. Voilà ce que c'est d'avoir un chien comme Nounou. Elle décida de plier l'ombre et de la ranger soigneusement dans un tiroir, en attendant l'occasion d'en parler à son mari. Ouf! L'occasion se présenta une semaine plus tard. Ce fameux vendredi qu'on n'oubliera jamais. Pour sûr, c'était un vendredi. J'aurais dû être particulièrement vigilante un vendredi, dit-elle ensuite à son mari, tandis que Nana, se tenant sans doute contre son autre flanc, lui tenait la main. Non, non, disait toujours M. Darling, c'est moi qui suis responsable de tout. C'est moi, George Darling, qui suis coupable. Mea culpa, mea culpa. Il avait reçu une éducation classique. C'est ainsi qu'il se réunissait, nuit après nuit, se rappelant le vendredi fatal jusqu'à en avoir si bien imprimé tous les détails dans leur cerveau qu'on les voyait aussi de l'autre côté, comme les têtes couronnées sur une pièce de monnaie mal frappée. Si seulement je n'avais pas accepté cette invitation à dîner au numéro 27, disait Madame Darling. Si seulement je n'avais pas versé ce médicament dans le bol de Nana, disait M. Darling. Si seulement j'avais fait semblant d'aimer le goût du médicament, disaient à leur tour les yeux humides de Nana. C'est mon goût pour les fêtes, Georges. C'est mon fatal sens de l'humour, ma chère. C'est mon obstination sur les broutilles, cher maître, chère maîtresse. Puis l'un d'entre eux se décomposait complètement, ou plusieurs à la fois. Nana pensait, c'est vrai qu'il ne devrait pas avoir un chien comme Nounou. Bien souvent, c'était M. Darling qui, avec son mouchoir, essuyait les yeux de Nana. Ce démon, criait M. Darling, et Nana aboyait en écho. Mais Mme Darling, elle, ne voulut jamais incriminer Peter. Il y avait quelque chose dans le coin droit de sa bouche qui lui interdisait de traiter Peter de tous les noms. Il s'asseyait dans la chambre déserte des enfants, se rappelant avec émotion le moindre détail de cette soirée terrible. Elle avait commencé sans encombre, si parfaitement semblable à une centaine d'autres soirées. Alors que Nana versait de l'eau pour le bain de Michael, il y conduisait en le portant sur son dos. « Je ne veux pas aller au lit, criait-il, comme quelqu'un qui croit encore qu'il vient d'avoir le dernier mot. Je n'irai pas, je n'irai pas. Nana, il n'est pas encore 6 heures. Oh là là, je ne t'aimerai plus, Nana. Je te dis que je ne veux pas aller au bain, je ne veux pas, je ne veux pas. » Ensuite, Madame Darling était rentrée, portant sa robe de soirée blanche. Elle s'était habillée tôt parce que Wendy aimait tant la voir dans sa robe de soirée, portant le collier que George lui avait offert. Elle avait aussi au bras le bracelet de Wendy, qu'elle lui avait demandé de lui prêter. Wendy adorait prêter son bracelet à sa mère. Elle avait trouvé ses deux aînés, jouant les rôles de Monsieur et Madame Darling à l'occasion de la naissance de Wendy. John disait « Je suis heureux de vous informer, Madame Darling, que vous êtes maintenant une mère », prenant exactement le ton que M. Darling lui-même avait sans doute adopté lorsque l'événement s'était vraiment produit. Wendy avait dansé de joie, tout comme la véritable Madame Darling devait l'avoir fait. Puis ce fut la naissance de John, avec la solennité supplémentaire qu'il associait à la naissance d'un mâle.
et Michael revint de son bain pour demander à naître à son tour. Mais John dit brutalement qu'il ne voulait pas d'autres enfants. Michael était au bord des larmes. « Personne ne veut de moi, dit-il. Et bien sûr, la dame à la belle robe ne put le supporter. Moi si, dit-elle, j'ai tellement envie d'un troisième enfant. Garçon ou fille demanda Michael sans trop d'espoir. Garçon. Alors il lui avait sauté dans les bras. C'était à présent pour monsieur et madame Darling et pour Nana le souvenir d'un petit rien. Mais c'était tellement plus si cela devait être la dernière nuit de Michael dans sa chambre d'enfant. Et ils poursuivaient avec leurs souvenirs. C'est à ce moment-là que je me suis précipitée comme une tornade, n'est-ce pas disait monsieur Darling, plein de dégoût. Et assurément, il avait fait l'effet d'une tornade. Peut-être n'était-il pas sans excuse. Lui aussi, il s'était habillé pour la fête, et tout s'était bien passé pour lui jusqu'à l'étape de la cravate. Il est étonnant d'avoir à le dire, mais cet homme, qui en savait tellement au sujet des valeurs et des actions, n'exerçait sur sa cravate aucune espèce de contrôle. Parfois, la chose lui cédait sans combat, mais il y avait des fois où il aurait été préférable pour la maison qu'il ravale sa ferté et utilise une cravate à élastique. C'était l'une de ces fois. Il se précipita dans la chambre, tenant à la main une petite brute de cravate. « Eh bien, petit père, que t'arrive-t-il ?»« Ce qui m'arrive, hurla-t-il. Il hurla vraiment. Ce nœud de cravate, il ne veut pas se nouer. Il était devenu dangereusement sarcastique. En tout cas, pas autour de mon cou. Au pied du lit, d'accord. Ça oui, une vingtaine de fois je l'ai noué au pied du lit. Mais à mon cou, non. Oh non, mille excuses. Il pensa que madame Darling n'était pas encore suffisamment impressionnée, et il poursuivit sur un ton sévère. Je te préviens, maman, si ce nœud ne se fait pas autour de mon cou, nous n'irons pas au dîner de ce soir. Et si je ne vais pas au dîner de ce soir, je n'irai plus jamais au bureau. Et si je ne vais plus au bureau, toi et moi nous mourrons de faim et nos enfants seront à la rue. Même alors, madame Darling restait imperturbable. Laisse-moi essayer, chérie, dit-elle. Et c'était justement ce qu'il était venu lui demander, et avec ses belles mains fraîches, elle noua sa cravate pour lui, pendant que les enfants se tenaient autour d'eux pour voir l'issue de leur destinée. Certains hommes lui en auraient voulu d'avoir pu y parvenir avec une telle aisance, mais M. Darling était d'un tempérament beaucoup trop fin pour cela. Il la remercia négligemment, oublia définitivement sa rage et, un moment plus tard, dansait aux quatre coins de la pièce avec Michael sur le dos. Comme on a fait les fous, disait à présent Mme Darling, plongée dans ses souvenirs. Notre dernier moment de folie, gémit M. Darling. Dis, Georges, te souviens-tu que Michael me dit soudain « Comment est-ce que tu m'as rencontré, maman ?» Je m'en souviens. Ils étaient vraiment adorables. Tu ne trouves pas, Georges? Et c'étaient nos enfants à nous. À nous. Maintenant, il n'en reste plus rien. Le moment de folie avait pris fin avec l'apparition de Nana, et pour son grand malheur, M. Darling était entré en collision avec elle, couvrant son pantalon de poil. Ce n'était pas seulement un pantalon neuf, c'était aussi le premier à porter des brocarts. Et M. Darling avait dû se mordre la lèvre pour empêcher les larmes de venir. Bien sûr, Mme Darling lui passa la brosse, mais il se mit à reparler du fait que c'était une erreur d'avoir un chien comme nounou. « Georges, Nana est un trésor. »« Sans doute, mais je suis parfois mal à l'aise à l'idée qu'elle considère les enfants comme des chiots. »« Mais non, chérie, elle sait très bien, j'en suis certaine qu'ils ont une âme. »« Je me le demande, dit M. Darling pensif. Je me le demande. » C'était l'occasion, pensa sa femme, de lui dire pour le garçon. Au début, cela ne lui inspira que bababa. Mais lorsqu'elle lui fit voir l'ombre, il devint songeur. « Ce n'est personne que je connaisse, dit-il en examinant attentivement. Mais il a décidément l'air d'un coquin. » Nous discutions encore, vous vous en souvenez, dit M. Darling, lorsque Nana entra avec le médicament de Michael. Tu ne porteras jamais plus cette bouteille dans ta gueule, Nana, et c'est de ma faute. Il avait beau être un homme fort, et il ne faisait aucun doute qu'il s'était comporté d'une manière plutôt sotte avec ce médicament. Il avait la faiblesse de penser qu'il avait toute sa vie pris ses médicaments avec courage, et à présent que Michael esquivait la cuillère que lui tendait Nana, il avait dit plein de reproches. « Sois un homme, Michael. »« Veux pas, criait le vilain Michael. Madame Darling quitta la pièce pour aller lui chercher un chocolat, et M. Darling pensa qu'elle faisait preuve en cela d'un manque de fermeté. « Maman, ne le gâte pas, lança-t-il après elle. Michael, quand j'avais ton âge, je prenais des médicaments sans un murmure. Je disais « Merci, mes chers parents, de me donner des flacons qui me font du bien. » Il pensait vraiment dire la vérité, et Wendy, qui avait déjà passé sa chemise de nuit, le croyait aussi. Et elle dit pour encourager Michael « Papa, ce médicament que tu prends parfois, il est beaucoup plus mauvais, n'est-ce pas ?»« Oh, tellement plus mauvais, dit fièrement M. Darling.
Et j'en profiterai à l'instant même pour te montrer l'exemple, Michael, si je n'avais pas perdu la bouteille. » Il ne l'avait pas exactement perdue. Il avait grimpé au milieu de la nuit jusqu'au-dessus de l'armoire et l'avait cachée là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fidèle Lisa l'avait découverte et replacée sur son lavabo. « Je sais où elle est, papa !» s'écria Wendy, toujours heureuse de rendre service. « Je vais te la porter. » Et la voilà partie avant même qu'il ait pu l'arrêter. Son moral s'effondra immédiatement de la plus étrange façon. « John, dit-il en frissonnant, ce truc est monstrueux. Il est du genre ignoble, gluant, siripeux. »« Ce sera bientôt fini, papa, » dit John pour le rassurer. C'est alors que Wendy fit irruption, portant le médicament dans un verre. « Je suis allée aussi vite que j'ai pu, » dit-elle haletante. « Tu as été merveilleusement rapide, » remarqua son père avec une politesse vengeresse qui lui jeta quasiment au visage. « Michael d'abord, » dit-il résolument. « Papa d'abord, » dit Michael, qui était soupçonneux de nature. « Je vais vomir, vous le savez, » dit M. Dowling menaçant. « Allons, père, dit John. « Pas un mot, John, » martela son père. Wendy était plutôt décontenancée. « Je croyais que tu le prenais sans faire d'histoire, papa. »« Ce n'est pas le moment, » répliqua-t-il. « Le fait est qu'il y en a plus dans mon verre que dans la cuillère de Michael. » Son cœur orgueilleux était au bord de l'éclatement. « Et ce n'est pas juste. Je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, ce n'est pas juste. »« Père, j'attends, » dit Michael froidement. « Ça te va bien de dire que tu attends. Moi aussi, j'attends. Papa est une poule mouillée. Toi aussi, tu es une moule pouillée. Je n'ai pas peur. Moi non plus, je n'ai pas peur. Eh bien alors prends-le. Eh bien alors prends-le, toi. » Wendy eut une idée splendide. « Pourquoi ne le prendriez-vous pas tous les deux en même temps ?»« Certainement, » dit M. Darling. « Tu es prêt, Michael ?» Wendy prononça 1, 2, 3, et Michael prit son médicament. Mais M. Darling glissa le sien derrière son dos. Il y eut un cri de rage de la part de Michael et « Oh, papa !» cria Wendy. « Qu'est-ce que tu veux dire avec ton « Oh, papa ?» demanda M. Darling. « Ça sera fût, Michael. Je voulais prendre le mien, mais je l'ai raté. » La manière dont ils le regardaient tous les trois était terrifiante, comme s'ils n'avaient pour lui aucune admiration. « Écoutez, vous tous, » dit-il d'un air espiègle aussitôt que Nana fut entrée dans la salle de bain. « Je viens juste de penser à une blague splendide. Je vais verser mon médicament dans le bol de Nana et elle va le boire. Elle croira que c'est du lait. » Le breuvage avait la couleur du lait, mais les enfants ne partageaient pas le sens de l'humour de leur père, et ils le regardèrent d'un air de reproche verser le médicament dans le bol de Nana. « Comme c'est rigolo, » dit-il, hésitant. Ils n'osèrent pas le dénoncer lorsque Madame Darling et Nana revinrent. « Nana, bon chien, » dit-il en lui tapotant la tête. « J'ai mis un peu de lait dans ton bol, ma Nana. » Nana remua la queue, courut au médicament et se mit à le laper. Puis elle lança à M. Darling un regard. Oh, pas un regard de colère, mais un regard qui laissait voir la grande plaie rouge sur son œil, qui nous inspire tant de pitié pour les nobles chiens. Puis elle rampa jusqu'à la niche. M. Darling avait affreusement honte de lui-même, mais il ne voulait pas céder. Dans un silence effrayant, Madame Darling sentait l'odeur du bol. « Oh, Georges, dit-elle, c'est ton médicament. » « Ce n'était qu'une blague, rugit-il, tandis qu'elle réconfortait ses garçons et que Wendy étreignait Nana. « C'est bien la peine, dit-il amèrement, que je me casse la tête pour mettre de la joie dans cette maison. » Et Wendy tenait toujours Nana contre elle. « Très bien, cria-t-il, fais-lui des câlins. Moi, personne ne me fait de câlins. Oh non, je ne suis que le soutien de famille. Pourquoi est-ce qu'on m'en ferait? Pourquoi? Georges, le supplia Madame Darling, pas si fort, les domestiques vont t'entendre. » D'une manière ou d'une autre, ils avaient pris l'habitude de désigner Lisa comme « les domestiques ». « Tant mieux, » répondit-il sans s'en soucier, « qu'on fasse venir le monde entier, mais je refuse de laisser ce chien régner une heure de plus dans la chambre de mes enfants. » Les enfants pleuraient et Nana implorante courut à lui, mais il la repoussa. Il se sentit de nouveau un homme fort. « Ça ne sert à rien, » cria-t-il. « Ta vraie place est dans le jardin. C'est là que tu vas te rendre tout de suite pour que je t'attache. »« Georges, Georges, » murmura Madame Darling. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit de ce garçon. » Hélas, il ne voulut rien entendre. Il était déterminé à montrer qui était le maître dans cette maison, et lorsque les ordres ne suffirent plus à tirer Nana de sa niche, il l'en fit sortir en l'appâtant avec des paroles mielleuses. Alors, il la saisit vigoureusement et la traîna hors de la chambre. Il avait honte de lui-même, mais il ne continuait pas moins d'agir. Tout cela venait de sa nature trop affectueuse. Il avait trop besoin d'admiration. Quand il lui attachait dans le jardin, le malheureux père alla s'asseoir dans le couloir, et il prit sa tête entre ses mains. Pendant ce temps, Madame Darling avait mis les enfants au lit dans un silence inaccoutumé et avait allumé leur veilleuse. Il pouvait entendre Nana aboyer, et John murmura
c'est parce qu'il l'attache à la chaîne dans la cour. Mais Wendy était plus avisée. Nana n'aboie pas comme ça quand elle est triste, dit-elle, non sans deviner ce qui allait se passer. Elle le fait quand elle sent un danger. Un danger. Tu es sûre, Wendy? Oh que oui. Madame Dowling frémit et se dirigea vers la fenêtre. Elle était parfaitement verrouillée. Elle regarda dehors. La nuit était parsemée d'étoiles. Elle se pressa autour de la maison, comme curieuse de voir ce qui allait se dérouler là-dedans. Mais Madame Darling ne remarqua rien, pas même les petits clins d'œil que l'une ou l'autre des plus petites lui adressait. Pourtant, une peur innommée s'accrocha à son cœur et la fit gémir. Oh, comme j'aimerais ne pas aller à cette fête ce soir. Même Michael, déjà à moitié endormi, savait qu'elle était troublée, et il demanda: Dis, maman, est-ce que quelque chose peut nous faire du mal une fois qu'on a allumé les veilleuses? Non, rien, mon chéri, dit-elle. Les veilleuses sont les yeux qu'une mère laisse derrière elle pour garder ses enfants. Elle allait d'un lit à l'autre en chantant pour chacun des paroles magiques, et le petit Michael jeta ses bras autour d'elle. Maman, s'écria-t-il, je suis content de toi. Ce furent les derniers mots qu'elle devait lui entendre prononcer avant longtemps. Le numéro 27 se trouvait seulement à quelques mètres de distance, mais il avait légèrement neigé et papa et maman Darling se frayèrent un passage prudemment pour ne pas salir leurs chaussures. Il n'y avait déjà plus personne dans la rue à part eux, et toutes les étoiles les observaient. Les étoiles sont belles, mais elles ne peuvent prendre une part active à rien. Elles ne peuvent que contempler éternellement. Il s'agit d'une punition qu'elles subissent pour quelque chose qu'elles ont fait il y a si longtemps qu'aucune étoile ne sait plus aujourd'hui de quoi il retournait. Ainsi, les plus âgés sont devenus troubles et parlent rarement. Le clin d'œil est la langue des étoiles. Mais les plus petites s'étonnent encore. Elles n'étaient pas vraiment les amies de Peter, qui avait une manière taquine de voler derrière elles et d'essayer de les souffler. Mais elles aimaient tellement s'amuser que ce soir-là, elles étaient de son côté. Elles avaient donc hâte que les adultes s'en aillent du milieu. Donc, aussitôt que la porte du 27 se fut refermée sur monsieur et madame Dowling, il y eut une commotion dans le firmament, et la plus petite de toutes les étoiles de la Voie lactée cria: « Maintenant, Peter !»